Donc, et aujourd'hui, ma présentation s'intitule DSDF, l'absence de logis dans l'équipée malaise, une interrogation échnosienne de l'habité. Donc, mon intérêt pour l'habité dans l'œuvre d'Echnoz m'a amené aujourd'hui, pour cette journée, à m'interroger par la négative sur son absence, à partir de la forme plus spécifique de l'absence d'habitation et donc des personnages dits sans domicile fixe. Si l'errance est chose courante, vous le savez, dans l'œuvre de Jean Echnoz, la fuite de gloire dans Les Grandes Blondes, les déplacements successifs des protagonistes dans Nous trois, etc., l'absence complète de logement l'est moins. La figure du sans-logis est toutefois abordée sous la forme de l'itinérance voyageuse de Victoire dans Un an et de celle plus délimitée de Charles Pontiac dans L'équipée malaise qu'on a déjà évoquée. Ces deux modalités de l'apprentissage d'une vie sans domicile renvoient à la bipartition qui est faite par la sociologue Pascale Pichon, qui les résume sous les termes de « faire la route » et « d'être à la rue », et auxquels s'ajustent des modes d'habitation éphémères et précaires. Je me limiterai aujourd'hui au cas de l'équipée malaise et du personnage de Charles qui, habitué à vivre sans domicile fixe, remet en question l'habité, très souvent réduit à l'habitation, c'est-à-dire au logement. Et j'aimerais d'abord proposer une distinction entre habitation, habitat et habité à partir des travaux de Thierry Pacaud et ceux de Frédéric Vinault et Jean-Michel Vives, pour ensuite analyser la façon dont l'équipée malaise interroge les liens entre ces trois aspects de l'avoir-lieu. Alors, depuis le XIXe siècle, l'habitation est devenue synonyme de logement, de chez soi, dans son aspect matériel et avec la protection qu'elle peut offrir. L'habitat, quant à lui, provient de la botanique et de la zoologie et désigne, depuis le XXe, le milieu dans lequel l'humain évolue. Il comprend non seulement l'habitation, mais aussi tous les itinéraires du quotidien, les lieux nécessaires aux conditions individuelles de l'habitabilité. Et c'est pourquoi il varie pour chacun et dans le temps, selon l'humeur, les relations, la géographie affective, etc. Tandis qu'habiter renvoie à une dimension existentielle d'être présent au monde et à autrui, selon Heidegger. Et cette dimension subjective de l'habiter est avantageusement éclairée, il me semble, par la psychanalyse, pour qui le sujet est un exilé d'un habitat maternel mythique qui habite ou qui est habité par le langage. Cette exclusion, ce déracinement originaire jette l'humain dans un pas chez soi, Zuhause, et qui est quand même son chez-soi, Zuhause. De sorte qu'être au monde se fait nécessairement sur le mode de l'inquiétante étrangeté, l'unheimlich freudien. Par conséquent, nous disent Vinault et Vives, point de chez soi sans le séjour clandestin d'une étrangeté demeurant au sein de l'intimité, présupposée par cette domesticité et recelée en celle-ci. Ceci a pour effet paradoxal d'excentrer, de déloger le maître, le moi. Et donc cette ambiguïté de l'habité, qui est constitutive de l'humain, brouille d'emblée les séparations dichotomiques du dedans et du dehors, souvent évoquées pour rendre compte de la vie des dits SDF. Si l'humain éprouve la nécessité de penser son corps en termes de limites, de type dedans-dehors, il est néanmoins confronté à une exclusion interne, créée par la séparation initiale et qui forme un vide, un manque, qui lui réside au cœur même de la subjectivité et participe donc à la construction symbolique du sujet. Habiter le langage permet au sujet de dire et de symboliser cette perte initiale et les suivantes, tandis qu'être habité par le langage signifie que la perte n'a pas eu lieu et se manifeste parce que le langage parle tout seul, c'est-à-dire dans le phénomène hallucinatoire, ce qui n'empêche pas par ailleurs nécessairement l'habiter. Ceci dit, revenons à L'équipée malaise, le troisième roman d'Echnoz, publié en 1986, et dont le récit repose sur un triangle amoureux, celui de Charles Pontiac, Jean-François ou Jeff Ponce et Nicole Fischer, qui leur préfère toutefois un autre homme avec lequel elle conçoit un enfant, Justine, mais qui meurt avant même la naissance. L'autre homme, évidemment, pas Justine. L'action prend place 30 ans plus tard, alors que Charles mène sa vie de sans-abri à Paris,
que Jeff Ponce manigance une mutinerie dans la plantation d'EVA qu'il gère en Malaisie et qu'il sollicite l'aide de son neveu Paul et celle de Nicole. Paul, son ami Bob et Charles iront donc en Malaisie pour aider Jeff Ponce sans succès. L'histoire se répète car c'est maintenant Paul et Bob qui s'intéressent à Justine, la fille de Nicole. Ainsi, le roman met en scène diverses pertes à partir de celle de Nicole et qui renvoie donc à l'inhabité initial et affecte l'habitation et l'habitat des personnages. Et on verra l'ensemble de ces pistes dans ce qui suit. Mise en parallèle avec celle des autres personnages du roman, plus ou moins mieux logés, la position de Charles Pontiac semble déconstruire l'a priori qui résume l'habité à l'habitation. Sa situation semble peu enviable, elle n'est en réalité pas pire que celle de Ponce, que le texte présente d'emblée comme équivalente, du moins vis-à-vis de Nicole, par une comparaison étonnante. Il l'avait trop aimé pour ne pas disparaître, l'un devenu duc et l'autre errant, sans que rien ne laissât prévoir de tels destins. Dans les deux cas, l'errance, la fugue, l'exil sont des réponses à la séparation vécue qu'on imagine leur permettre de rendre la perte supportable. Leur recherche d'un autre lieu, psychique, mais qui se traduit aussi dans l'espace, les autorise ainsi à de nouvelles expériences identitaires. Ainsi, après s'être bien adapté au travail dans la plantation malaise et intégré à sa communauté, le personnage de Jeff sent le besoin d'adopter un nouveau nom. Ses employés sont réticents à lui donner un titre de noblesse locale, mais ils satisfont son envie de devenir le duc Ponce. Ce nom, entériné par l'autre, marque des conditions symboliques spécifiques qui aménagent une nouvelle place au sein du monde. De son côté, Charles, qui a disparu le premier vers les souterrains sans prévenir personne, conserve plus discrètement son prénom, mais il marque néanmoins son nouvel habitat de sa présence. Bien qu'il n'ait pas d'adresse fixe, partageant son temps entre plusieurs endroits publics ou pour certains, il s'est aménagé des abris individuels, le personnage possède néanmoins une boîte aux lettres. Fixée devant une maison abandonnée, où il choisit, lui, de ne pas s'installer, elle porte son patronyme, Pontiac, et celui de son ami, Vidal. En plus de lui offrir ponctuellement une existence sociale, cette boîte aux lettres marque le territoire et indique une forme d'appropriation. En plus de ce processus identitaire de reconnaissance par l'autre, Charles investit subjectivement l'espace public, et pas seulement pour des raisons de protection. Car comme le soulignent Vino et Vives dans leur rapport, un espace peut bien être public au regard de la loi ou du cadastre, il n'en représente pas moins un possible lieu d'investissement subjectif sur lequel et grâce auquel la psyché tente de se reconstruire. Cet investissement est rendu visible par exemple par la construction d'abris, comme celui du pont Alexandre III, ou le choix de caches disséminées dans Paris. L'une de ces caches, située dans l'un des manèges du jardin d'acclimatation, contient le passeport périmé du personnage. Cette pièce officielle, comme la carte d'identité qu'il garde sur lui, semble toutefois être un marqueur moins sûr de l'identité que celle qu'offre le lien avec l'espace. Et je cite, « En feuilletant le passeport, Charles croise son image sans connivence », nous dit le texte, tandis qu'il ne possède pas les verres correcteurs que sa carte d'identité lui attribue comme signe particulier. Les itinéraires qu'il emprunte pour se rendre aux différents lieux qu'il fréquente contribuent eux aussi à l'occupation subjective de l'espace public urbain. Et pour Michel de Certeau, cette pratique de l'espace constitue une réappropriation de l'espace disciplinaire produit par les dispositifs foucaldiens du pouvoir dont parlait Émilie tout à l'heure, et une forme de production de lieux significatifs. Elle ponctue l'espace anonyme de la ville, l'oriente, le circonstancie, le temporalise, et témoigne des actions, des opérations d'un sujet, affirme de Certeau, sujet qu'il oppose avec l'être là d'un mort ou d'un objet inerte. Cette subjectivation de l'espace par la pratique s'éloigne d'une appropriation territoriale qui a pour but de séparer des autres. On assiste plutôt à la création d'un lieu dans la rencontre avec l'autre, et ce, même si la plupart des parcours de Charles se font solitairement. Il ne s'agit pas d'errance sans but. Ces itinéraires sont motivés par des lieux et des personnes à visiter. Par exemple, dès le début du roman,
le personnage quitte son abri sous le pont Alexandre III pour retrouver ses amis au canal Saint-Martin. Ses pas le mènent aussi régulièrement près du métro Brochamp où il rend visite à sa maîtresse Gina de Beer. De la même manière, lorsqu'il se rend au Havre pour attendre le navire qui le mènera en Malaisie, il s'installe dans un cabanon de la gare de marchandises et passe d'abord ses journées au port. Puis, lorsque le contact d'une femme commence de lui manquer, nous dit le texte, il en rencontre une assise sur un banc, Monique, chez qui il se rend 5 fois avant son départ. Dans tous les cas, le lieu sort ici de la logique dedans-dehors et il se crée à 2 ou plus. C'est la rencontre qui est le lieu. Parallèlement à Charles et à sa manière de ménager des lieux, d'autres personnages qui possèdent, eux, des habitations, peinent néanmoins à avoir un chez-soi. Paul, par exemple, possède un appartement spacieux et lumineux qui paraît pourtant vide. Vide que le texte justifie par le départ, 6 mois plus tôt, d'Élisabeth, la femme de Paul. Celui-ci, désemparé, déambule depuis d'une pièce à l'autre, sans même que les tableaux sur les murs blancs n'accrochent son regard. En plus, et je cite, « Depuis le départ d'Élisabeth, parfois aussi ces tableaux ne sont plus là. À leur place, des carrés et rectangles pâles hébergent un python célibataire, un couple de clous obliques chevauchés par un fil de poussière. » Ces traces de l'absence se joignent à l'incapacité pour le personnage de nouer des relations. Par exemple, il se rend souvent dans des soirées privées où il reste jusqu'à la fermeture, après avoir perdu conscience, découragé sa conscience. Il peut être alors confusément emmené par une semblable au prénom peu crédible, tombant trop tôt d'un lit qui ne lui sera rien, ou ramené chez lui par une femme dont il ne se souvient pas et ne retrouve que des traces. Je cite encore, « Des molécules d'heure bleue près du col de sa veste, un numéro de vestiaire dans la poche gauche en compagnie d'un ticket d'entrée, dans la poche droite une forte contravention, des indices. Sur la table basse du living, un mot d'un graphisme inconnu lui signale l'emplacement de sa voiture. Dans tous les cas, la trace n'est pas ici envisagée dans sa fonction symbolique. Elle signale le passage sans indiquer un sujet. Elle ne tisse pas de lien ni ne mène à une rencontre. L'appartement du personnage reste ainsi un endroit vide plutôt qu'un lieu habité, comme le souligne Jeff Ponce en le comparant avec celui de Bob. C'est un peu comme chez moi, disait Ponce, on sent que c'est habité. L'ennui chez Paul, c'est que c'est vide. Tout y est, n'est-ce pas? Mais ça fait vide. Donc il ne s'agit pas de vide matériel, puisque tout y est, mais d'une absence qu'entretient Paul dans le deuil de sa relation passée. Quant au duc Ponce, lorsque ses velléités de mutinerie malaise échouent et qu'il doit fuir rapidement, il prend conscience pendant la traversée qui le ramène avec Charles en Europe qu'il a tout perdu, y compris un endroit où loger. Le fait est, dit Ponce, que je n'ai plus rien, je ne possède plus rien. Refusant les propositions du capitaine de rester travailler sur le navire et celle de Charles d'adopter une vie dans la rue, il n'est pas non plus emballé à l'idée de demander le gîte chez Nicole. Après y être resté le temps de retrouver Justine enlevée par des malfaiteurs à la recherche de Paul et de Bob, il rechigne à y retourner. Sans être complètement sans ressources, Ponce semble néanmoins rongé par l'absence de perspective dans sa vie et accueille avec enthousiasme l'idée d'accompagner Paul et Bob chez leur ami géomancien Bouc Belair. C'est là qu'il trouvera une porte d'entrée dans une nouvelle vie parisienne. Surtout que bouc vient du latin bucum, qui signifie bouche au sens d'embouchure. Je cite. Bouc Belair découvrit en l'ex-duc un interlocuteur rare. À coup d'Ulugh Beg et de Jagannath Bat, citant les mêmes passages de Wallace ou de Charbonneau-Lacé, les deux hommes se reconnurent piétons des mêmes trottoirs peu fréquentés du savoir humain. Donc, leur intérêt commun, vous l'aurez deviné pour l'astronomie, tisse des liens marqués spatialement par les trottoirs dans la phrase, mais aussi parce que Bouc Belair est une petite commune des Bouches-du-Rhône, et que je connais bien puisque c'est là que je réside en France, tandis que Ponce en est une de la Charente-Maritime, dont le nom renvoie au pont qui enjambe la Seugne. Et ces deux communes sont situées sur un piton rocheux surmonté d'un château, par ailleurs.
Donc la perte temporaire d'habitat et d'habitation que subit le personnage de Ponce ne l'empêche pas de recréer un lieu dans la rencontre. A l'inverse, Paul et Bob, lorsqu'ils rentrent de Malaisie un peu avant Ponce, se trouvent d'abord face à l'appartement saccagé de Bob, rendu inhabitable par les malfaiteurs à leur poursuite. Croyant trouver l'équivalent chez Paul et craignant d'y croiser leurs ennemis, ils vont plutôt chez Book, qui comprend à la fin de la soirée qu'il souhaite être hébergé. Au fil des jours, les choses se gâtent et leur hôte, sans leur dire explicitement, apprécie de moins en moins leur présence, comme en témoigne son comportement. Book se mit donc à faire des coups tels que boire toute la 33, tout le Tropicana, finir le reblochon, ne jamais rien racheter, perdre le savon, boucher l'évier, le laisser tel quel, sortir sans prévenir, oublier de laisser la clé. Comme c'était le cas pour les traces laissées chez Paul, les interactions entre les personnages se limitent ici à des indices interprétables qui ne débouchent pas sur un échange. L'oubli de la clé a plutôt pour conséquence de laisser Paul et Bob s'abriter dans des grandes surfaces en attendant le retour de leur hôte. Considérant la situation intenable, ils demandent alors le gîte chez Nicole, où Ponce s'est installé malgré tout à son retour, en échange de leur assistance pour retrouver Justine kidnappée. Une fois la jeune femme retrouvée et Ponce laissé chez Book, les deux personnages se retrouvent une fois de plus désœuvrés à marcher dans Paris. Ils pensaient à Justine, chacun pour soi, lisant machinalement les numéros de voiture et les noms sur les portes, les noms sur les plaques, les noms sur les boîtes. 30 ans plus tard, ils se souviendraient d'elle. Leur distraction, cette errante oisiveté, bien qu'ils n'eussent d'autres soucis présents qu'éviter les déjections de chiens, ne leur semblait pas plus un luxe que ça. Et ils n'étaient même pas à mi-chemin de leur parcours vers le front de Seine que l'après-midi s'achevait. Les gens rentraient retrouver leur nom. Le soleil se couchait lorsque Paul et Bob passèrent le fleuve, reflet, par le Pont-Neuf. L'une des choses notables dans la première phrase de ce passage, c'est l'enchâssement de la répétition des noms sur les portes, les plaques, les boîtes, entre la pensée puis le souvenir de Justine, comme si les personnages s'accrochaient à des signes de l'identité dans l'errance non seulement physique mais aussi psychique que leur impose leur intérêt commun pour Justine et qui s'inscrit pourtant en creux entre eux sans être nommés. La deuxième phrase suggère que leur errance n'est pas enviable parce qu'elle se situe uniquement dans le présent et ne forme pas de projet précis. À l'inverse des gens qui rentrent en fin de journée dans la troisième phrase pour retrouver leur nom, comme si cela leur garantissait une existence. La formulation étonnante rappelle donc que le sujet est un exilé d'un chez lui qui est ici finement superposé avec son identité, un exilé qui habite le langage dont son nom participe de la construction symbolique. En effet, donc le nom propre est ce qui matérialise le mieux l'inscription du sujet dans le langage ou la fonction du trait unaire définie par Lacan. L'équipée malaise se termine à la page suivante alors que Paul et Bob se sont arrêtés dans un bar. Paul le premier descend téléphoner au sous-sol, mais il revient rapidement car la ligne est occupée. Mais un peu plus tard, c'est à lui d'être seul, de se regarder seul dans le miroir qui double l'abat-jour. Bob à son tour est descendu téléphoner. Il semble que pour lui ce ne soit pas occupé. On dirait qu'il ne revient pas. Et le roman se termine quelques phrases plus loin sur ces mots. Bob ne revient toujours pas. L'errance de celui-ci semble donc s'interrompre par une conversation téléphonique qu'on devine être avec Justine, une autre forme de rencontre, tandis que Paul, pour qui la ligne n'est pas disponible, reste seul face à sa propre image. Donc pour conclure, on constate que l'équipée malaise contribue à notre connaissance de l'habité contemporain en montrant qu'il ne se résume pas à l'habitation ni même à l'habitat. Le roman souligne l'importance de la rencontre dans la création de lieux significatifs qui s'opposent à la fois à l'espace géographique anonyme et au territoire qui suppose la séparation, la frontière d'un endroit approprié. Cette rencontre ne va pas de soi, on l'a vu, et ne peut être garantie par l'habitation, bien que dans le contexte de l'œuvre echnosienne et de ses personnages qualifiés de désincarnés, de flottants, l'absence de logement souligne précisément la difficulté d'avoir lieu à l'époque contemporaine.
Aussi, le roman semble-t-il suggérer que l'errance n'est pas qu'une question de logement. Comme l'indiquent Vino et Vives, l'errance est un déplacement psychique qui peut prendre corps dans un déplacement physique. Si elle n'a pas de fin, à entendre selon les deux acceptions de dessin et de terme, elle n'a pas non plus de retour possible en son point de départ. En ce sens, l'errance de Charles et de Pons, déclenchée par la perte de Nicole, n'a pas de retour possible en son point de départ, mais cela n'empêche pas qu'ils tentent, chacun à leur manière, de s'aménager des lieux successifs et donc d'habiter. Ces lieux vont de pair avec des processus identitaires qui marquent l'espace et obtiennent reconnaissance de l'autre, comme c'est le cas pour la boîte aux lettres de Charles donc, et pour celle qu'observent Paul et Bob à la fin du roman. De sorte que l'équipée Malaise questionne l'errance en montrant des personnages qui habitent malgré tout le monde, alors que leur situation laisse croire le contraire au premier abord. Je vous remercie.